Béni soit Aaron par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Aaron lui donna la dîme de tout. Nous prendrons encore Genèse 1:26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur encore pour cette opportunité. Nous avons vu des merveilleuses choses durant la semaine. Nous avions commencé par l'interview de Gabriel, la réplique du Seigneur et tant d'autres choses. Depuis le début de la semaine, nous étions en train d'aborder le Dieu qui bénit matériellement, parce que lorsque nous parlons de la prospérité, le premier entendement de chacun d'entre nous, c'est que nous voulons une bénédiction matérielle. Et après cela, nous verrons le comportement dans la prospérité. Et ce sont des points essentiels, parce que si nous accédons à cela, il faudrait aussi conserver cela. Et voyez-vous, et nous avions vu la fois passée, avant d'entrer dans le vif du sujet de Dieu qui bénit matériellement, nous avons d'abord souligné que Dieu ne considère que la vie. Et la vie était la chose la plus importante, et la vie est la chose pour laquelle vous devez vous habiller. Et nous avons lu les déclarations du Seigneur Jésus, là où il avait dit que le roi Salomon, dans toute sa gloire, ne s'était pas vêtu comme le lys de la vallée. Et le prophète nous a montré que les vêtements du lys, c'est la vie. Et cette vie-là, c'est le bien-être universel. Lorsqu'elle travaille pour s'ouvrir, afin que chacun vienne prendre ce que le Seigneur a pu mettre en elle. Et nous avons abordé le cas du roi Salomon. Nous avons vu sa cérémonie d'intronisation. Nous avons vu comment est-ce qu'il est devenu riche. Nous avons vu le sacrifice, ce qu'il a semé dans le compte du royaume pour devenir ce qu'il est devenu. Et sa richesse n'était pas le Seigneur qui a ouvert les écluses des cieux et a fait tomber des cailloux d'or et d'argent. Non, il a travaillé, il a cultivé des champs, il a cultivé de la vigne et ses richesses se sont amassées avec le temps. Et ensuite, nous avons vu qu'il nous fallait prendre un associé. Et nous avons vu que le Seigneur a aidé plusieurs hommes. Il a aidé Colgate, il a aidé un autre monsieur qui voulait faire son fromage, il a aidé un autre pour la confiture, il avait même aidé un autre, il lui a inspiré à concevoir un médicament contre l'arthrite. Et le Seigneur avait voulu, et nous avons étudié que tous ces gens-là ont pu prospérer lorsqu'ils ont pris Dieu pour leur associer. Et nous avons vu le cas du frère John Charit, qui lui aussi, à son temps, a fait le même sacrifice que le roi Salomon avait fait, et c'est la raison pour laquelle il est enregistré dans le message du temps de la fin. Voici un peu ce que nous avions vu le jeudi. Et aujourd'hui, nous allons prendre le point des investissements. Et ce point est un point tellement sérieux, c'est un point tellement capital que je prie que nous puissions le finir aujourd'hui, quoique je ne pense pas. Donc, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, le monde, celui que Lucifer a instauré, il était gouverné par les Romains.
Et les Romains avaient bâti leur système économique qui était imposé à toute la terre. Et ce système économique avait même commencé depuis l'époque du roi David et cela s'est perpétré jusqu'à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. L'économie de ce temps-là était faite de pièces d'or, de pièces d'argent et de pièces de bronze. L'or étant le plus coûteux, l'or ayant plus de valeur que les autres. Par exemple, la pièce d'argent a plus de valeur que la pièce de bronze et la pièce d'or a plus de valeur que toutes les autres. Et à l'époque, si vous possédez de l'or, c'est au temps biblique, ceux qui commettaient l'adultère étaient condamnés à mourir par lapidation. Et l'Église, l'incroyante, sera lapidée à mort avec des grelons. C'était autrefois le châtiment de Dieu. Il lapidera ce monde incrédule, cette génération adultère. Il la lapidera depuis le ciel avec des grêlons pesant chacun un talent. Il lapidera depuis le ciel avec des grêlons pesant chacun un talent. Ce qui représente 45 kilos. Donc, lorsque nous allons lire dans notre écriture de la Bible qu'un maître est sorti le matin et qu'il a remis à ses serviteurs un talent, à celui-ci, celui-là, sachez qu'un talent représente pour nous aujourd'hui ce que nous disons 45 kilos d'or. Maintenant, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. Nous commençons déjà par souligner qu'il y a inégalité. Tous ces personnages, ces serviteurs que le maître a appelés, ne commencent pas leur affaire sur la même quantité d'investissement. Et si vous êtes fatigué, vous vous mettez debout parce que il ne faudrait pas rater ceci, c'est vraiment très important. Le maître qui, connaissant ses serviteurs, il sait que ses serviteurs sont différents, il sait que ses serviteurs ont des capacités différentes et il ne va pas leur remettre ses biens de manière équitable. Il fait un choix souverain. Il y a de l'inégalité dans la répartition du maître. Et cette répartition, vous devez faire en sorte de comprendre que dans cette vie, l'Éternel est celui qui a fait des montagnes, il est celui qui a fait des vallées et des plaines. Sachez que vous êtes tous les ouvrages de ses mains. Et s'il choisit de donner à l'un plus et à l'autre peu, cela est de sa souveraineté personnelle. Et cette histoire sur les investissements montre déjà que nous ne partons pas tous sur le même pied d'égalité. C'est le maître qui choisit de donner à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et à l'un 1 talent. Voyez, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Chacun selon sa capacité et il partit. Le maître sait que parmi ses serviteurs, prenons par exemple Marc, Luc et Jean, quand il les appelle, il les a évalués. Le maître a fait des statistiques. Le maître a commencé à étudier les ressources humaines qu'il possède. Parce que vous voulez parler de la prospérité. Le maître s'en va, mais il veut investir ses biens. Mais avant de les investir,
il les investit sur des capacités. Et ces capacités ne sont pas réparties équitablement. Il regarde l'un, il dit, tous mes gars sont en bonne santé. D'autres sont plus déterminés que les autres. D'autres sont plus endurants les uns par rapport aux autres. Mais ce sont mes serviteurs et j'estime qu'ils sont tous intelligents. Peut-être pas au même niveau, mais ils sont dignes de recevoir ce que j'ai. Alors avant d'investir, j'investis sur des hommes compétents. Voyez comment commence l'enseignement sur les investissements. Et au départ, ils ne sont pas tous sur le même pied d'égalité en termes de statistiques et de performance. Et ça, c'est le maître qui décide de donner 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième. Poursuivant. Et il donne à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Il y a eu une multiplication. Il y a eu une prospérité. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, de même que celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Après qu'il a été remis à chacun une certaine quantité d'argent pour investir, à la fin du bilan, parce que si vous faites les affaires, il y a à la fin de chaque exercice, si vous faites un travail agricole, la fin de votre exercice, c'est quand vous avez commencé à semer. Il y a le cycle pour que la semence arrive à maturité, pour que tu ailles récolter. Quand tu récoltes, tu fais le bilan de l'investissement que tu avais commencé au départ. Et lorsqu'ils ont travaillé longtemps après, le maître revient. À celui qui avait reçu 5 talents, il en a eu 5 de plus pour un total de 10. À celui qui avait reçu 2 talents, il l'a multiplié à 100% et en a reçu 2 de plus qui lui donne un total de 4. Mais celui qui avait reçu 1 talent n'a pas investi. Il a creusé la terre et il a caché. Il a refusé la loi de la prospérité. Voyez, cette histoire commence déjà avec une leçon. Ce qu'ils ont investi, qu'est-ce qu'ils ont investi? Les talents. Le capital est investi et le chiffre d'affaires ou les bénéfices sont proportionnels au capital de départ qui a été investi. Celui qui a reçu 5, quand il a multiplié son capital qui était plus important, il n'est que logique qu'à la fin de l'exercice, qu'il gagne un peu plus. Celui qui a investi 2 a reçu 2 de plus. Donc, à la fin de chaque exercice,
quand vous faites le bilan, quand tu es allé faire une telle affaire, regarde combien tu as mis au départ et à la fin de l'exercice, regarde ce que tu as gagné. Et nous voyons que ces gens qui ont investi sur une affaire sûre, sur une affaire bien étudiée, parce qu'ils ont doublé le capital initial. C'est-à-dire qu'ils ont bien étudié les affaires dans lesquelles ils sont allés investir leur argent. Ils ne sont pas allés à la va-vite. Ils ne sont pas allés jouer au jeu d'argent. Ils ont étudié. Si je mets l'argent dans cette affaire, ça rapportera. Et le fait qu'ils en ont plus fois 2 à la fin de l'exercice, lorsque le maître vient, prouve qu'ils ont d'abord bien étudié l'affaire sur laquelle ils ont investi. On souligne encore qu'ils n'ont pas pris de risques inutiles parce qu'ils ont travaillé durement. Avoir un bénéfice de 100%, c'est une détermination. C'est qu'ils ont travaillé et n'ont pas ménagé leurs efforts. Et lorsque le maître est venu, ils ont fait un bilan. Vous devez savoir que j'ai eu autant, j'ai investi autant, voici qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait un pas d'autant, et en cela, vous saurez rendre des comptes au maître. Parce que si le maître vous dit, voici, je veux 10% de cela, tu dois faire le bilan pour savoir combien tu as amassé par rapport à la mise du départ, et ensuite, tu sauras rendre des comptes convenablement à ton maître quand il te le demande. Et ce maître-là, ça peut être ton mari qui t'a financé, ça peut être un patron qui t'a engagé au travail. C'est à la fin de l'exercice que tu dois faire un bilan. Et c'est très important. Et nous comprenons que la prospérité ne vient que par le travail dans un espace de temps bien donné. Ces gens n'ont pas eu 10 talents au jour où le maître les a remis les 5 du départ. Celui qui a eu 4 talents ne les avait pas le jour où le maître l'avait financé. Ils ont travaillé. La prospérité ne vient qu'à travers le travail. Et ce système a été avec le roi Salomon. Nous l'avons vu avec le frère Charit au courant de la semaine. Et nous sommes en train de l'étudier en détail. Quand vous dites, Seigneur, bénis-moi, je veux de l'argent pour faire ceci, pour mon foyer, pour X, Y, Z choses, sachez que vous n'aurez la prospérité qu'en travaillant. Vous ne l'aurez pas parce que vous avez prié du matin au soir. Vous l'aurez parce que vous avez investi. Et vous aurez investi par rapport à une certaine période de temps donnée. C'est ça l'enseignement du Seigneur Jésus. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Là encore, progrès notoire. Celui qui avait reçu, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur,
Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Là encore, nous soulignons que les maîtres ou les gens qui font des affaires financières ne sont jamais satisfaits. Tu te diras, mais mon chef là, j'ai travaillé, j'ai fait des heures supplémentaires, mais ce jour-là, il va me blâmer comme si je viens tout le temps en retard. C'est comme ça l'esprit de ceux qui font les affaires. Son serviteur a doublé la mise. Son serviteur vient lui rendre des comptes. Un bénéfice de 100% mérite même des acclamations. Mais le maître commence par lui dire, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Ne soyez pas chopés lorsque vous avez un chef, un patron qui n'est jamais satisfait. C'est l'esprit qu'il y a sur eux. C'est l'esprit que nous lisons dans la parabole du Seigneur. Mais malgré ça, il te donne sa confiance. Pourquoi il dit, je te confierai beaucoup. Entre dans les joies de ton maître. C'est-à-dire que tu as une considération qui t'a été monnayée. C'est-à-dire qu'il ne te fait pas confiance parce qu'il t'aime, non. Il te fait confiance parce que tu as produit pour lui, parce que tu as pris soin de ses affaires. Et lorsque vous allez au travail et que vous avez un chef, un patron qui n'est jamais content, qui n'est jamais... Comprenez que c'est l'esprit qu'ils ont. Ils ne sont jamais satisfaits. Et leur approbation est toujours une approbation conditionnée. Tu as fait ceci de bon, il te dit, entre dans les joies de ton maître. C'est là que nous avons vu que vous n'aurez pas d'encouragement, mais au moins ce qu'ils feront, ils vous permettront d'investir plus. Ils vous donneront plus de responsabilités, c'est-à-dire que s'il y a une échelle dans la société, tu monteras. Eh bien, celui aussi qui avait reçu 2 talents, passons vite, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit encore la même réponse. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans les joies de ton maître. Encore le même schéma. Il voit bien qu'on a doublé la mise, mais ils ne sont toujours pas satisfaits. Et c'est l'esprit que vous devez avoir, de toujours chercher plus et de vous aguerrir, parce que le maître vous fera confiance. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Il commence d'abord par insulter le PDG. Il commence d'abord par dire au maître que le maître est un voleur. Ah bah oui, parce que si tu amasses là où tu n'as pas semé, si tu moissonnes là où tu n'as pas vanné, oh, mais tu es voleur. Quand le maître revient, on commence d'abord par l'insulter. Ah!
C'est ce que vous devez savoir, que l'esprit des dirigeants sont souvent méchants, voleurs, cupides, froids et très durs. Le serviteur sait que le maître, c'est un homme méchant. Et l'autre a dupliqué 5 talents en 5 autres, mais tu lui dis, tu n'as été fidèle qu'en peu de choses. C'est un homme cupide. Le maître est cupide. L'esprit qui gère ce monde est cupide. C'est ça d'abord le premier enseignement que l'on reçoit. C'est quelque chose, dans les affaires, c'est un monde de carnivores. Ce n'est pas un monde où on fait des faveurs à autrui. Ce n'est pas non plus un monde où tu dois couler l'autre. Mais si tu dois en tirer quelque avantage d'acheter moins cher, en tout cas, qu'il baisse son prix, même si ça peut le conduire à la faillite. Parce que toi, tu dois faire tes rendements. C'est ça l'esprit qui dirige le monde. Il ne te donnera qu'un grand prix lorsqu'il sait qu'il ne peut pas faire autrement. Mais s'il a une manière ou une certaine pression qu'il peut faire pour que tu baisses ton prix, oh, mais il utilisera tous ces moyens-là. Voyez, c'est ça l'esprit qui dirige. Et quand vous faites vos affaires, c'est comme ça qu'il faut être. En tout cas, je suis ton client de tous les jours, mais si tu ne baisses pas ton prix, je vais acheter ailleurs. C'est comme ça que l'on fait les affaires. Oh non, ne va pas acheter ailleurs. Aujourd'hui, tu es colérique. Non, c'est-à-dire que tu cherches ton intérêt coûte que coûte. C'est l'esprit du maître qui investit. Regardez. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. D'abord, on constate que parmi les leçons à en tirer, c'est que ce monsieur a manqué de courage. Il a manqué de détermination. Et William Branham nous enseigne que la peur est une malédiction. Les conséquences du fait qu'il n'a pas multiplié, c'est qu'il a freiné la prospérité du maître. Il n'y a pas eu progrès, il n'y a pas eu de prospérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. Vous voyez? Si vous voulez les millions ou quoi que ce soit, investissez. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Il ne renie pas sa cupidité, il ne renie pas sa méchanceté, il ne renie pas qu'il est voleur. Tout ce que vous pourrez dire sur lui, il ne le renie pas. Mais au contraire, il traite son serviteur de méchant. Pourquoi? Parce que tu lui as refusé la loi de la prospérité. Et cela ne vient que par le travail. Tu n'as pas travaillé. Tu es paresseux. Il dit, mais méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Et que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Tu vois, Ludo? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Oui, mais parce que les banquiers
donne avec intérêt lorsqu'on va faire un dépôt chez eux. Lorsque tu donnes ton argent au banquier, lui ne va pas le garder dans un coffre. Il va réinvestir ton argent, le tourner, recevoir ses bénéfices. Pour que le jour où tu reviendras, il te remettra ton argent avec un peu de 2% au-dessus. Au moins, à défaut d'être un homme d'affaires, fallait mettre mon argent dans une banque d'épargne où à la fin de l'année, on me donnerait au moins 3% sur la mise du départ. Mais toi, tu as freiné la loi de la prospérité. Toi, tu es méchant. Toi, tu es paresseux. Je sais que je suis voleur. Je sais que je suis cupide. Je sais que je suis toutes ces choses-là. Mais pourquoi tu refuses la loi de la prospérité? Tu n'as pas travaillé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'en aurais tiré ce qui est à moi avec un intérêt. Vous voyez comment cette histoire se déroule. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Oh là 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 là! Ceci introduit la loi de la méritocratie. Celui qui en avait 5, on a produit 10, mais on a ravi à celui qui avait refusé d'investir et on ne l'a pas donné à celui à qui on avait donné des non. Non, non. On a ajouté à celui qui au départ on avait déjà donné 5. C'est la loi de la méritocratie. J'ai confié plus d'argent à celui-ci, il les a multipliés. J'ai confié peu à celui-ci, il l'a multiplié. Maintenant que j'ai retiré la mise à celui-ci, vais-je donner à celui qui avait 2 ou vais-je donner à celui qui avait 5? Parce que celui qui avait 5 dira, non, non, c'est pas juste. C'est moi qui dois être le mieux récompensé. Le même lui dira, non, et toi et moi, nous avons fait des rendements de 100%. Oui, mais au départ, nous n'avions pas la même mise. Au départ, nous n'avions pas les mêmes capacités. C'est ça la loi du Seigneur. Sans cette loi de la méritocratie qui gouverne, les entreprises feraient faillite. C'est pour cela qu'ils recrutent. Ils publient les annonces. Vous venez, vous faites les interviews parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils ont le meilleur talent qu'il y a sur le marché. Et cela se fait après le test, après l'évaluation. Vous devez être heureux du fait que le Seigneur vous a donné des talents et que vous valez quelque chose. Soyez simplement patient. Ça va venir. Lorsqu'on va récompenser, ce n'est toujours pas celui qui criait, qui se faisait voir, qui recevra plus. Voyez? Prenons ce que William Branham dit dans les investissements. Et puis en outre, avant que je continue, j'aimerais dire que ce n'est pas une bonne idée que de garder votre argent en poche. William Branham est contre cela. Au moins, mets-le dans une banque qui, à la fin d'un certain nombre de mois, te donnera de l'intérêt. J'aimerais dire que ce n'est pas une bonne idée que de garder votre argent en poche. Bien des gens disent, je vais mettre cela dans ma poche et je possède cela. Mais vous savez, vous les hommes et les femmes d'affaires, tu es scripturaire, tu peux être une femme d'affaires. C'est scripturaire, grâce, c'est scripturaire.
Ah non, allez, on va faire le commerce. Aïe, 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 aïe. On parle des hommes et des femmes d'affaires. Mais vous savez, vous les hommes et les femmes d'affaires, ne réfléchissez pas de cette manière. Ce n'est pas une bonne chose parce que cela pourrait être volé. C'est mieux d'avoir cela en circulation. Il faut que votre argent soit en circulation. Parce que dans la poche, maman sera malade, on va appeler. On va appeler. Si c'est en circulation, la parole dit que c'est une bonne chose de tourner cela plutôt que de garder cela en poche. C'est comme le Seigneur l'a dit une fois, il a donné beaucoup de talents à plusieurs personnes et ainsi de suite. Et ils ont investi cela. Et à ceux qui avaient fait un investissement sûr, il accorda des dividendes. Ah, on les avait remerciés. Vous voyez, puisqu'ils ont travaillé, chaque ouvrier mérite son salaire. Il leur accorda des dividendes. Mais lorsqu'un homme a dit, j'ai simplement gardé cela, je ne voulais pas courir de risque avec, je l'ai gardé dans ma poche. Ou bien, j'ai enterré cela quelque part. Alors, il retira ce qu'il lui avait donné et le remit à celui qui avait produit le plus de bénéfices. Il y a eu croissance, tandis qu'ici, il y a eu décroissance. C'est ça le système de Dieu, le travail qui produit les choses. Il a investi cela dans une bonne affaire et ça, c'est la manière d'agir de notre Seigneur. Il a encore insisté sur la méritocratie qui gouverne. Maintenant, nous allons aborder les principes de base sur les investissements. En tout cas, soyez éveillés, ne dormez pas, mettez-vous debout parce que ça va être difficile. Regardez ce qu'il dit. Eh bien, chaque homme d'affaires pratiquement s'intéresse à un bon investissement sûr. Si vous êtes un homme d'affaires, c'est ce que vous vous intéressez. Et un homme d'affaires cherche toujours à faire un bon investissement sûr. Vous savez, c'est une bonne chose que nous le fassions. Et ce matin, je vais vous parler du meilleur investissement que je connaisse. Et j'aimerais que vous suiviez attentivement, c'est sur les investissements. Eh bien, ce n'est pas une bonne ligne de conduite, pas du tout, pour un homme d'affaires de s'engager au hasard. Tu entends, oh, ce dernier temps, un loup pousse, ça tourne, tu vas. Oh, ce dernier temps, à la frontière de Kasumbalesa, tu vas. Non! Ne vous engagez pas dans une affaire au hasard. Après tout, s'engager au hasard, c'est faire le jeu d'argent. Et le jeu d'argent est une mauvaise chose. Donc, pour frère Branham, si tu ne réfléchis pas dans ce que tu veux faire avant d'investir ton argent, tu es capable, tu es comparable à celui qui est allé jouer au winner. Parce que tu tentes ta chance. Ici, on ne tente pas la chance. Ici, on réfléchit sur une affaire qui est sûre. C'est ça les investissements.
Vous devez savoir que vous faites vos calculs, vous faites vos études, c'est une affaire sûre. Mais si tu t'engages parce que tu vois un certain mouvement des gens aller faire le diamant à Chikapa, tu vas faire le diamant. Le lendemain, il faut le coltan à l'est, tu vas faire le coltan à l'est. Tu ne sais pas les tenants et les aboutissants de ces choses, tu finiras soit par échouer et tu échoueras forcément parce que tu joues à un jeu d'hasard. Et c'est une mauvaise chose que de jouer au jeu d'argent. Nous n'aimerions pas pratiquer les jeux d'argent pour rien. Ce n'est pas bien. Certaines de ces histoires devenaient riches en une nuit. Et vous savez, un négociant ou quelque chose qui n'est même pas bien établi, il peut présenter quelque chose qui semble très bien. Vous direz, oh là là, vous vous emballez tout simplement pour ça. Et alors, la chose suivante, vous vous retrouvez en faillite. Et quand vous êtes en faillite, oh Dieu ne m'a pas soutenu, Dieu ne m'a pas aidé, oh Dieu m'a abandonné, moi je vais payer ma dîme, comment est-ce que pasteur, si les choses n'avancent pas? Est-ce que tu as pris d'abord le temps de vérifier que c'est une affaire sûre? Parce que si cette affaire n'est pas sûre, c'est-à-dire que tu t'es engagé au hasard. Et la condition ou les conséquences, c'est que tu te retrouveras ruiné. Regardez. Mais il se peut que ces gens-là vous présentent quelque chose. Vous vous retrouverez en faillite. Mais si un homme est un bon homme d'affaires raisonnable, il doit premièrement chercher à trouver une affaire qui est bien établie, une vieille firme digne de confiance. Et aussi, ce n'est pas une bonne chose pour un homme d'affaires de garder son argent dans sa poche. Donc, nous allons voir cette histoire de trouver une firme bien établie, de ne pas garder son argent en poche. Parce que c'est ça le résumé de tout ce que nous avons suivi sur la parabole du maître qui est sorti et qui a donné des talents à son serviteur. Et aussi, ce n'est pas une bonne chose pour un homme d'affaires que de garder son argent en poche. Si vous gardez votre argent dans votre poche, il ne vous produira rien. Mais il vous faut le faire tourner quelque part, le placer, et alors, quand vous aurez placé dans cette chose sûre, ça ne s'arrête pas là. Faites attention à ce que vous faites avec cela. Mettez-vous à surveiller cela au quotidien. Et c'est ça qui donne la prospérité. Vous avez trouvé une affaire sûre, comme ces gens à qui on a remis des talents. Ils ont trouvé une affaire sûre. Ils ont vu que cette affaire dans laquelle ils mettraient les talents de leur maître produirait. Ils ont vu cela, ils ont fait des rendements de 100%. Regardez ce qu'il dit. En réfléchissant sur le sujet, lorsqu'on est en compagnie des hommes d'affaires, je pense que les hommes d'affaires s'intéressent toujours aux bons investissements. Par conséquent, je vais intituler ce sujet pour les quelques prochaines minutes, les investissements. Un véritable homme d'affaires cherche toujours un véritable investissement, un investissement sûr. Si ce n'est pas le cas, alors il n'est pas un véritable homme d'affaires. Il doit chercher quelque chose de réel. Donc, il ne faut pas investir votre argent dans une utopie. Bon, comme ces derniers temps, on est en train de faire le port de Banana. Bon, moi, je vais aller là-bas, le port n'est pas encore là. Bon, en prévision, tu vois que, bon, peut-être que ça va aussi marcher. Mais vous devez vous baser sur quelque chose qui est réel. Bon, non, on a entendu qu'on va ouvrir certains carrés miniers. Je vais d'abord je vais vendre à ceux qui construisent ou travaillent dans les carrés miniers. Bon, attends d'abord que le carré minier soit opérationnel. Ensuite, tu peux ouvrir ton restaurant. Mais si tu vas en avance,
ouvrir déjà un restaurant, là où il y aura un futur carré minier, tu investis sur quelque chose qui n'est pas réel. Donc, ce doit être des choses qui ne sont pas des promesses, des propagandes électorales. Oh, on viendra faire ceci et vous mettez à investir votre argent par rapport à une idée qui a été lancée qui n'est pas réelle. Les affaires ne se font pas comme ça. Il doit chercher quelque chose de réel. Et j'aimerais vous parler de l'invitation que je vous ai donnée il y a quelques minutes concernant cette police d'assurance vie éternelle. Ouais, parce que lui-même aussi se considérait comme un homme d'affaires. Et les affaires que lui vendait, c'était les polices d'assurance de la vie éternelle. C'était ça son business. Et c'est ça le business qu'il a donné aux Éphésiens 4. Étant donné que je me suis moi-même présenté comme étant un homme d'affaires. Et j'ai une affaire que j'aimerais vous parler pendant quelques minutes. Allons vite, allons vite. Jouer au jeu d'argent n'est pas une bonne affaire. Donc, si vous trouvez que vous allez vous enrichir en une nuit, sachez que la parole vous l'interdit. N'importe qui sait que jouer au jeu d'argent n'est pas une bonne affaire parce que c'est un jeu de hasard. Vous ne verrez jamais ou verrez rarement un homme qui joue au jeu d'argent. Un jour, il est riche et le jour suivant, il est en train de mendier. Alors, vous prenez trop de risques en jouant au jeu d'argent. Je pense qu'un homme qui joue au jeu d'argent vit simplement sous l'impulsion du moment et ne regarde pas le futur. C'est-à-dire qu'il va prendre son capital et va l'investir sur quelque chose qui n'est pas réel. Autrement, il ne serait pas en train de jouer au jeu d'argent. Et je ne crois certainement pas dans ces investissements à vous rendre riche du jour au lendemain grâce à une certaine affaire non identifiée. Et lorsque nous avons vu la richesse du frère John Charit, nous avons vu au moins que ça lui a pris 14 ans de travail pour être un millionnaire. Il avait commencé ses activités, 7 ans après, il avait un demi-million. Donc, en gardant le même truc, on pouvait extrapoler que ça a pris du temps pour qu'il soit compté et jugé comme étant un millionnaire. Mais contrairement à la richesse des Congolais, il est nommé ce soir et avant la fin du mois, il est millionnaire. C'est contraire au modèle de prospérité que vous verrez de la Genèse à l'Apocalypse. Mais tu n'étais pas là le jeudi, tu as raté des bonnes choses. Élie, toi aussi tu n'étais pas là le jeudi, donc il faut toujours être là, que personne ne rate ça. Voyez-vous? Et puis il raconte l'histoire d'un ami qui avait perdu tout son argent lorsqu'il jouait au jeu d'affaires, au jeu d'argent. Mais cet ami a fini par découvrir que la société en question n'était qu'une société fictive. Ah, ça c'est le jeu des Congolais. Sans capital ni rien. Le pauvre gars a perdu son argent. Ainsi, je pense que si un homme veut faire un bon investissement, il doit d'abord examiner la société ou ce dans quoi il investit. Regardez, on va prendre cette histoire. Il doit examiner la société ou ce dans quoi il investit. Le modèle économique des Américains, c'est que lorsque vous avez une nation qui est avancée, il y a déjà comme des sociétés qui ont investi dans tous les domaines de la vie. Alors, il est très difficile de commencer une affaire qui n'existe pas déjà dans je ne sais quel domaine. Alors, aux États-Unis, leur modèle d'affaires, c'est que si vous avez de l'argent, vous allez investir dans le capital de l'entreprise. Et cette entreprise-là, il disait que si vous voulez faire des affaires, étudiez l'entreprise là où vous voulez mettre votre argent. Parce que si c'est une entreprise qui n'a pas de capital, si c'est une entreprise qui n'a pas fait ses preuves dans le temps, si c'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, comme le langage d'aujourd'hui le dirait, ou si c'est une entreprise qui n'a pas duré dans le temps, c'est que ce n'est pas une affaire établie.
Parce que ça, c'était le modèle de l'environnement américain. Mais nous, les Congolais, nous n'avons pas ce modèle d'affaires ici. Chez nous, tout est basé sur l'individu qui, après un certain moment, deviendra une société. Et les États-Unis aussi ont commencé comme toutes les compagnies que vous voyez dans le monde, ça a commencé par un individu qui est devenu une société. Et tous ces individus qui ont innové dans plusieurs secteurs laissent la marge de manœuvre très peu aux autres de venir, mais pour bénéficier de cette prospérité, ils ouvrent leur capital. Existe déjà. Et pour cela, William Branham disait que même parmi ces sociétés-là, veillez, cherchez-en la meilleure possible, qui a des meilleurs rendements et tout. Parce que si vous ne veillez pas sur là où vous placez votre argent, vous ferez des faillites. Et une société a beaucoup plus de performance qu'un individu. Parce que l'union fait la force. Une société, c'est des milliers de personnes, des centaines de personnes qui travaillent. Tandis que si toi tu veux commencer une affaire, tu devras être toi-même le gérant, le comptable, le monsieur qui va délivrer, qui va être là à la production. C'est beaucoup de travail. Vous voyez? Et bien sûr, en tant qu'un individu, tes performances sont limitées. Bien sûr, tu es intelligent, bien sûr que tu es endurant, tu es déterminé, tu as tes outils de travail, tu es en bonne santé, mais une entreprise a toutes ces qualités-là au maximum parce qu'elle vous a prouvé qu'elle fait des profits, que ses activités sont réelles, qu'elle a un capital, qu'elle a un chiffre d'affaires et elle peut absorber les changements de cours du marché, alors que si vous étiez vous-même un changement de marché ou de cours de prix, vous ébranlerez. Mais tandis que ces sociétés-là, comme dans leur modèle économique, sont un peu plus résistants qu'un individu. C'est aussi la loi de la majorité contre la loi de l'individualisme. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons prendre un bref cours sur les investissements. Oui, parce qu'on parle des investissements, mais on va vous montrer comment vous devez investir, ce que vous devez prendre comme précaution avant que vous ne puissiez mettre votre argent en jeu. Regardez. Nous avons lu dans les investissements, William Branham dire que ainsi, je pense que si un homme veut faire un bon investissement, il devrait d'abord examiner la société ou ce dans quoi il investit afin de savoir ce qu'il va faire, c'est-à-dire faire des prévisions. Tu dois être en mesure de faire des prévisions de ce que tu veux faire. Tu dois étudier ce que tu veux faire. Je pense que toute personne censée ferait cela. Et cette manière d'examiner ce dans quoi tu veux investir, cette manière d'examiner s'appelle dans le langage d'aujourd'hui le business plan, ou alors en français, un plan d'affaires. C'est-à-dire que du moment où tu as eu l'idée, tu t'es dit que bon, je trouve qu'il n'y a pas de personnes qui, par exemple, beaucoup de gens manquent d'électricité, ou beaucoup de gens manquent le pain le matin dans ce quartier. Moi, je peux être le fournisseur de pain. C'est d'abord l'idée que tu as. Parce qu'un autre est inspiré, lorsqu'il a étudié le marché, il voit qu'il y a un besoin ici. Donc de ce côté, je vois qu'on ne vend pas à manger. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est ça que tu réalises. Ok, donc je dois répondre à ce besoin. Et cette jeunesse de l'idée que tu as, la parole l'appelle l'inspiration. C'est-à-dire que moi, ayant les mêmes fonds que Eka, moi je ne penserai pas de la même manière que Eka. Eka se dira, par exemple, nous vivons dans le même quartier, mais lui se dit, ah, moi je vais être fournisseur d'eau. Moi je me dis, non, mais maman travaille, elle prépare chaque jour. Et l'aliment de base, c'est le foufou. Alors moi j'ai dit, moi je vais être celui qui va pouvoir au foufou dans tout le quartier.
Qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu qui l'a inspiré, lui, de donner de l'eau. Et à moi, il a inspiré de donner le foufou au quartier. C'est le monde de l'inspiration. Et ça, c'est Dieu seul qui donne. C'est la même chose. Étant tous jeunes hommes, certains ont décidé de faire l'économie, l'autre l'architecture, l'autre je ne sais quoi, et l'autre je ne sais quoi. Ce sont des inspirations que vous avez reçues du Seigneur. Maintenant, lorsque tu reçois cette inspiration, un homme te dit, il faut maintenant examiner, il faut étudier. Et dès lors que tu prends un papier pour écrire ton inspiration, tu écris ce qu'on appelle le business plan. Tu te dis, je vais vendre ceci au coin de l'avenue. De la manière dont j'ai fait mes calculs, je trouve qu'avec un départ de $10, j'en aurai 30. Quand tu prends le crayon là, tu fais tes calculs. C'est ça qu'on appelle le business plan. Et beaucoup de gens échouent parce que au départ, leur business plan n'est pas bien étudié ou n'est pas respecté. Parce que quand tu as fait tes calculs, tu t'es dit que quand je investirai autant, j'aurai autant, je vivrai d'autant et je continuerai à. Maintenant, dans la partie de la gestion quotidienne, tu es entré même dans ton capital. Et c'est ça qui fait que tu brises ton propre business plan du départ. Parce que William Branham voulait que vous étudiez. Maintenant que tu as écrit ton inspiration et que tu sais qu'en allant au marché A, j'aurai telle chose, en allant au marché B, j'aurai tel ingrédient où je mettrai les choses et j'aurai des bénéfices. Quand tu auras fait ce business plan-là, tu voudras maintenant de l'argent pour commencer ton activité. C'est ce qu'on appelle les levées des capitaux. Et c'est ça qu'on appelle l'investissement. Tu te dis, bon, moi j'ai une idée, mais comme je n'ai pas d'argent, je vais aller solliciter État pour me financer dans cette histoire. Je parlerai à l'Église lorsque nous ferons une réunion d'administration, que l'Église puisse me prêter autant d'argent parce que voici le business plan que j'ai fait et avec ça, on aura autant de bénéfices après avoir fait des calculs et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches la levée de capitaux. Tu te dis, bon, maintenant que j'ai une idée, mais je n'ai pas d'argent, bon, je vais demander à papa, je vais demander à maman, je vais demander à mon mari, à mon frère, à mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de lever des capitaux sur base d'un business plan. C'est quoi ton inspiration de travail que tu as écrit en faisant tes calculs, te disant que ça va marcher? Parce que c'est sur du réel. Voyez-vous? Et une fois que tu obtiens tes capitaux, tu deviens maintenant un patron, un CEO ou un PDG si vous le voulez. Maintenant là, c'est Dieu qui entre en scène avec toi. Mais toute cette partie, c'est son affaire à lui. Mais dans cette partie, il t'a inspiré, tu as écrit l'inspiration et il t'a même aidé à réunir les capitaux d'investissement. Et une fois que tu les as eus, tu deviens un chef d'entreprise. Maintenant, quand tu as créé ton entreprise et que tu commences tes activités, c'est ça qu'on appelle la prospérité. Parce que tu as eu ton capital, que tu vas maintenant fructifier par rapport à une étude de marché que tu as fait.
C'est là que Branham vous dit d'abord d'examiner ce dans quoi vous voulez investir. Est-ce que c'est réel? Parce que si ce n'est pas réel et que tu t'emballes, tu n'es qu'en train de jouer au jeu d'argent. Alors si ça échoue, ne reviens pas dire que le Seigneur ne m'a pas béni. Et nous allons voir ce qu'est le business plan. Parce qu'il faut réveiller vos consciences et vous instruire. Ce qu'on appelle le business plan ou un plan d'affaires, c'est un document décrivant la stratégie financière et commerciale pour mener à bien votre projet entrepreneurial existant ou à venir. Mais ce qu'on appelle le business model, c'est un modèle de marketing, c'est un modèle économique d'entreprise décrivant la manière dont l'entreprise ou l'organisation décrit sa stratégie commerciale et financière. Maintenant qu'on vous a demandé d'examiner ou d'étudier, maintenant que vous avez eu votre inspiration, nous allons vous aider à écrire votre inspiration. Parce que si c'est une inspiration venant de Dieu, c'est votre vision, vous devez l'écrire. Vous devez examiner si cette inspiration vient du Seigneur. Et la manière dont votre inspiration viendra du Seigneur, c'est parce que vous serez en train de répondre aux questions de faisabilité. Vous serez en train de répondre aux questions de faisabilité de votre affaire. Regardez, quand on écrit un business plan, il s'agit d'expliquer la manière dont votre structure ou activité va générer ou gagner de l'argent. En d'autres termes, c'est définir votre vision et vos objectifs. Parce que tu t'es dit, non, moi je vais être un pâtissier et un boulanger. Alors, définis ta vision, définis ton objectif. C'est ça qu'est un business plan. On veut simplement que ton inspiration soit par écrit. Pour que quand tu me donneras ton document, que je sache, ah, effectivement, elle veut faire ou il veut faire parce que c'est ça son objectif. Ah, c'est de cette manière-ci qu'elle va lever l'argent. Oh, la chose ici coûte à tel prix et à ce côté, si on peut le vendre à tel autre prix pour avoir des bénéfices. Voyez-vous, vous décrivez votre vision. C'est votre inspiration, mais elle ne doit pas être une inspiration qui est basée, bon, le jour où la route passera par ici, alors non, la route doit d'abord passer. Parce que si tu vas faire les champs et que la route ne passe pas, tu auras des problèmes de dessert agricole. Yes, sir. Vous devez passer les... Non, le gouvernement a promis que la route va passer là. Et c'est le gouvernement du ah, il faut oublier. Fonctionnaire ne sont même pas encore. Donc ça me fait examen. Il faut oublier. Parce que si vous le suivez, vous allez mourir. Voyez-vous, vous devez dire aux gens, vous devez vous dire quel est votre objectif majeur de lever des fonds. Parce que parfois, vous pouvez ne pas avoir de fonds, mais si tu le dis à ton frère ou à ta soeur, vous pouvez vous associer et puis vous démarrez l'activité. Mais vous devez lui convaincre en lui montrant un projet concret. C'est un peu comme lorsque nous allons chercher un financement de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement. Il veut que vous leur ameniez en d'autres termes un business plan que vont financer pour le développement de la localité ou du secteur. Et eux, à leur tour, ils diront, oui, nous avons éradiqué la famine parce que vous leur avez amené des projets concrets. Voyez-vous, c'est ce qu'on a, parce que c'est ça qu'il faut, c'est la prospérité que vous devez apprendre. Parce que William Branham a dit que vous devez examiner. Amen. Si vous n'examinez pas, vous allez échouer. Et eux ne voulons pas que leur argent se perde, ils vont vous demander quel est votre projet. Voyez-vous, cela doit montrer comment est-ce que vous allez faire.
Tout ça pour ne pas foncer la tête baissée. Parce que si vous foncez la tête baissée, vous allez perdre des capitaux, les résultats ne se verront pas. Et dans cette manière d'écrire ce que nous appelons le business plan, nous devons écrire le projet, nous devons faire l'étude du marché, savoir quels sont nos produits et services que nous offrons, savoir quelle est la stratégie commerciale que nous allons mettre en place. Et surtout, est-ce que c'est viable financièrement? C'est ça que constitue votre business plan. Parce que sur Terre, nous vendons tous sortes de services, soit des biens ou des travaux. Parce que par exemple, un prédicateur à la chair, il vend des services. Ce sont des services spirituels. Il prêche la parole. Tandis que la sœur Nick, qui est une femme d'affaires, elle vend des biens. Elle vend des biens, c'est-à-dire que des baskets, tout ce que vous pouvez toucher, ce sont des biens. D'autres, comme architecte que je suis, je vends des services parce que c'est mon intelligence que je mets. Et une entreprise de construction vend des travaux parce qu'ils ont leur fonds, ils construisent des maisons et ce sont les travaux qu'ils vendent. Et ce sont toutes ces choses-là que vous devez mettre en tête. Quels sont les produits ou les services que vous vendez? Bon, une fois que vous allez vendre, est-ce que vous allez vendre ça à crédit? Vous allez vendre dans une boutique? Vous allez faire du porte-à-porte? Vous allez faire comment? C'est ce qu'on appelle une stratégie commerciale. Et toutes ces questions doivent être remplies ou répondues dans votre business plan, dans votre plan d'affaires. Et ce plan d'affaires, nous allons étudier chaque petite partie qui constitue un dossier. Parce que si vous ne le faites pas, alors sachez que vous finirez fauché comme William Branham le dit. Et vous devez savoir que vous devez répondre à beaucoup de questions. Et nous allons voir ces questions auxquelles vous devez répondre. Vous avez reçu votre inspiration en disant, eh bien, moi, je vais être boulanger ou boulangère. Je vais vendre du pain, je vais vendre des beignets ou je ne sais quoi d'autre. Premièrement, vous devez savoir où est-ce que vous allez faire vos affaires et dans quel secteur vous vous retrouvez. C'est-à-dire que les beignets, les trucs à manger, je suis dans le secteur alimentaire. Oui, mais je veux faire ça où? Je veux vendre ça au coin de l'avenue, je vais acheter ou ouvrir un magasin, ou je vais mettre ma pâtisserie là-bas. C'est-à-dire que l'inspiration que vous avez reçue de commencer X ou Y activité, vous devez d'abord savoir, je vais la commencer où? Au Congo, en Chine, où est-ce que vous allez faire cette affaire? Et dans quel secteur vous vous engagez? Parce que sachez que dans ce pays, il y aura les gens de l'hygiène sanitaire qui viendront si vous êtes dans le monde alimentaire. Ou si vous êtes dans je ne sais quelle partie, vous devez savoir. Ensuite, vous devez dire, bon, j'ai reçu mon inspiration du Seigneur de faire telle activité de vêtements ou de je ne sais quoi. Oui, mais ça va répondre à quel besoin? Bon, je réalise que les gens à la Odyssée aiment changer. Les gens ne veulent pas s'habiller constamment de la même manière. Je vais ouvrir une boutique d'habillement. Pour quel besoin? Je vais dire les gens, je vais ouvrir une pâtisserie. Pourquoi? Parce que les gens manquent de pain, les gens aiment des beignets, les gens aiment telle ou telle chose. Bon, je vais ouvrir ceci ou cela. Bon, maintenant, cette idée est venue comment? Parce que c'est ça l'inspiration. Où est venu ce déclic d'idée? Bon, cette idée est venue parce qu'en passant, j'ai réalisé que je suis venu j'étais au Bas Congo. En venant du Bas Congo, j'ai réalisé que ces gens ne mangent pas bien. Alors si je fais de la pâtisserie, je vais leur vendre, ça ira. Bon, tu vois que les gens là-bas ne s'habillent pas bien. Alors je vais aussi leur emmener des vêtements économiques. Je vois qu'à cet endroit, il y a ceci, il y a cela. Vous, de votre idée, votre inspiration doit être la réponse à un besoin des futurs clients. C'est ce que tu dois décrire dans ton business. Tu es en train
d'étudier ton affaire. Bon, je me dis que je vais me lancer dans la pâtisserie, dans les habits, dans l'électronique ou dans je ne sais quoi. Il dit, mais oui, mais est-ce que tu as vérifié qu'il n'y a pas de concurrents aussi? Parce que s'il y a des concurrents, tu amèneras ta marchandise, vous allez saturer le marché, et puis à la fin, tu te retrouveras à vendre à perte. Tu réponds à quel besoin? L'idée t'est venue, comme nous avons notre ami Junior, il a trouvé que là-bas à Manda, le marché des intrants de téléphone n'existe pas. Voilà, donc il a trouvé un point propice, il peut amener. C'est un marché qu'il a étudié. Voyez-vous, il faut montrer, il faut avoir de l'ambition, parce qu'à la fin de toute chose, vous le faites pour un but. Et avec le temps, vous vous direz, je serai le géant des téléphones de ce côté, je serai le géant de celui-ci de ce côté. C'est donné à tout le monde, vous devez avoir ces ambitions. Sinon, vous vous lancez dans des affaires. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous cette prospérité si vous ne voulez pas travailler? Parce que ça vient de cela. Regarde, nous avons analysé l'environnement du projet, parce que c'est parmi les choses que nous devons connaître. Regarde, premièrement, vous devez vous dire, bon, j'ai reçu du Seigneur cette inspiration pour vendre des chaussures. Oui, mais qui seront tes clients? Vous devez réfléchir à ça. Qui seront tes clients? Est-ce qu'ils ont besoin de quel type de chaussures? De baskets, de bottes pour le jardinage? Tu dois connaître le besoin de tes clients. Est-ce qu'ils sont, combien seront-ils prêts à payer si j'amène mon produit là-bas? Parce que j'ai vu que ça coûte autant dans le magasin ici, là-bas en ville, à Complace, je ne sais où. Mais si je prends ça, plus les coûts de transport, est-ce que ces jardiniers-là pourront acheter mes bottes à ce prix? Vous voyez, vous vous mettez à réfléchir par rapport à l'inspiration que vous avez. Vous commencez à répondre à ces questions. Si à la fin tout est oui, investissez-vous. S'il y a non, comment trouver des issues pour que le non devienne oui? Parce que si quelque part dans la réponse de toutes ces questions, il y a un non ou un blocage, alors n'y mettez pas votre argent. Voyez-vous? Combien est-ce qu'ils seront prêts à payer? Qui seront vos concurrents? Oui, parce que surtout dans la Odyssée, il y a la rivalité. Le jour où toi tu estimes que bon, moi je vais commencer à vendre des téléphones, c'est tout le monde qui va se mettre à vendre des téléphones. Sachez que c'est l'esprit comme le jour où tu reçois ton inspiration dans ce coin, je vais vendre des outils de quincaillerie. Sache que la foi qui va suivre, les quincailleries vont pleuvoir. Tu dois savoir ces choses. Maintenant, même s'ils sont là, qu'est-ce que j'apporte de plus à mes clients? Qu'apportez-vous de meilleur que les autres? C'est comme ça que tu dois écrire ton projet. Et quand le montant à investir est important, mais prenez quand même le temps de faire une étude. Vous voyez? Parce que si vous vous emballez à aller acheter des choses et que vous ne savez pas écouler à la fin, et à qui les écouler, vous aurez bloqué votre investissement. Amen. Ça n'aurait pas tourné. Tu te dis, bon, je vais prendre des vêtements, je vais les faire vendre aux gens par crédit, mais après tu te fatigues au moment de la collecte de l'argent. Non, là tu travailles contre toi-même. Alors, réfléchis à un modèle qui va tourner parce que tu vas quand même mettre tes 2 ou 3 000, 5 000 dollars dedans. C'est beaucoup d'argent. Amen. Surtout à l'échelle de notre pays. Voyez-vous? Vous devez savoir quels sont vos biens et services. Quels sont les produits que vous avez. Est-ce que tu es de ceux qui achètent chez un grossiste pour aller le vendre des tas, ou es-tu de ceux qui produisent eux-mêmes le produit à aller donner aux clients? Toutes ces choses-là, vous devez y répondre parce que vous vendez soit des biens, soit des services. Que voulez-vous vendre? Que produisez-vous? Oh non, moi j'ai dit que je vais être pâtissier pour produire des beignets, pour produire du pain, pour produire... Ah, ok. Bon, quels sont vos coûts? Tu produis ça à quel coût? Est-ce que maintenant, quand tu vas vendre, l'autre qui va vendre, pourquoi est-ce que le client viendra prendre ce qu'il y a chez toi et pas sur la table du voisin? Tu te dis, moi je vais couvrir les miens.
moi je vais couvrir les miens, je vais faire quoi que ce soit. Donc il vous faut à chaque fois innover quelque chose. C'est-à-dire dans la mesure où vous mettez les mêmes biens et services que tout le monde, vous devez innover. Par exemple, tu te dis, moi je vends au marché, je vends mes épices au marché, les épices ça tourne. Parce que les mamans font le marché chaque jour. Bon, tu vas au marché, tu as tes étalages aux côtés des autres. Mais tu peux être proactif. Au lieu que tu te dis, bon, aujourd'hui j'ai cette maman qui est venue acheter. Est-ce que je peux lui demander son numéro de téléphone pour que la fois prochaine, que ce soit moi qui fasse le marché et que je vienne lui déposer à la maison? Yes, sir. Donc, si je fais ça, j'aurai un coût de transport qui va s'ajouter. Est-ce que la maman sera prête à ce que je fasse le marché pour elle et juste le servir directement à la maison? Voyez-vous, tu peux l'appeler le matin. Mon maman, je vends mes épices, j'ai ma chambre froide ici. Est-ce que je peux faire le marché pour toi? Est-ce que je peux aujourd'hui ton budget de combien pour faire le marché? Voyez-vous balancer parce qu'on verra que tu es sur les tables avec les autres jusqu'à ce qu'à un moment tu quittes les tables. Parce que ta stratégie est tout autre. Et c'est ça qui fait la prospérité. Amen. Vous devez chercher cela. Quel est le produit que vous avez? Vous pouvez combiner le produit et le service. Vous pouvez faire les deux choses à la fois. Parce que ces choses, c'est l'inspiration que vous avez reçue. On ne peut pas se mettre là carrément tout penser pour vous. C'est là que je disais un jour à l'AD, non, le Dieu qui vous inspire, c'est lui qui vous inspire. Simplement pour savoir que cela vient de Dieu, vous devez étudier que la chose est réelle. C'est différent d'une vision où tu dois avoir quoi. D'ailleurs, même si tu crois en la vision qu'elle ne se réalise pas, il faut chasser le Dieu. Parce que ce n'est pas réel. Et la parole veut que vous soyez intelligents. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants ne soient pas intelligents. Regardez, il veut que vous examiniez l'affaire. Bon, une fois que tu as trouvé que tu peux vendre, tu peux donner tel service, puis mais maintenant, où est-ce que tu vas vendre? Tu vas vendre ça dans un magasin, tu vas vendre ça en ligne, tu vas faire une vente ambulante, tu te dis, bon, moi je vends des sucrés, moi je vends tel produit. Mais si je les mets au magasin, l'autre là a aussi ça dans le magasin. Est-ce que je ne peux pas appeler les petits chailleurs et je leur donne mes sucrés, mes trucs, pour augmenter mes ventes? Parce que si je les laisse dans cette boutique, avec la manière dont j'ai des concurrents, 3 ou 5 boutiques sur la même avenue, alors je pense que mes sucrés, l'eau que je vends, ça ne tournera pas aussi vite que je voudrais. Et même si ça tourne déjà bien, je veux encore plus. Amen. Il active la loi de la prospérité. Et tu te mets à réfléchir maintenant. Okay, j'ai ce produit-là, j'ai cette activité-ci. Bon, si quelqu'un vient me demander de faire ça pour lui, il dit, bon, tu vois, dans mon prix ici, j'inclus la livraison. Alors que l'autre, quand il est venu taxer, il n'a pas inclus la livraison. Maintenant, tu manages. Bon, si je lui donne mon prix plus la livraison, ce qu'il va accepter, que je lui donne mon prix sans livraison. Tu étudies ton client. Tu étudies. Peut-être qu'il est prêt. Parce qu'il n'a pas le temps. Il est prêt à te donner le travail, tu fais pour lui et tu viens de lui livrer. Parce qu'il ne veut pas encore entrer dans les embouteillages de Kinshasa. Il est assis avec le chauffeur de taxi-bus. Il va perdre beaucoup trop de temps. Mais toi, si tu as ce temps-là dans ton système de vente, de marketing, tu le fais pour lui. Et tout ça, quand vous répondez à ces questions, est-ce que je vais faire une vente ambulante? Est-ce que je vais faire une vente par crédit? Un peu comme certains le font, on voit parfois des dignitaires qui viennent donner des marmites de porte à porte. Ils vous vendent par crédit. Parce qu'ils savent que s'ils mettent dans le magasin,
Oh! Ça va s'écouler difficilement. Non, d'abord, les gens en ont déjà chez eux. Donc, s'ils veulent l'avoir, ce sera un surplus. Autant mieux qu'ils le mettent, qu'ils l'utilisent, qu'ils s'habituent avec le produit et qu'ils voient que ce produit met à l'aise ses invités. Alors, ils trouvent que non, vaut mieux que je le vous donne à crédit et je viendrai collecter. Même s'ils collectent 10 francs chez toi, supposons qu'il vous vend cette marmite-là 100 francs. Mais il en a donné 10. Il s'attend à ce que ces 10 marmites lui donnent 1000 francs. Mais si chaque mois il peut venir tirer 10 francs, 10 francs, 10 francs chez chacun de ses clients, ça supposait qu'il est en train de vendre une marmite chaque mois ou chaque 2 semaines et ainsi de suite. Alors plutôt que de rester là et attendre que ces 10 marmites soient écoulées, il est déjà sûr qu'en venant récupérer 5 francs, 5 francs, 5 francs, il habitue juste son calendrier, sa manière de roter par rapport à cela. C'est à ces questions que vous devez réfléchir lorsque vous voulez la prospérité. Amen. Est-ce que je vais vendre à l'étalage? Est-ce que je serai un revendeur? Parce que je trouve que j'ouvre ma petite cabine. Parce que tu ouvres ta cabine, tu es un revendeur des unités de RTL, de Vodacom ou de je ne sais quoi. Et dans ma cabine, je vais faire un peu ça, je vais faire les RTL Money, X, Y, Z choses. Tu te dis, bon, moi j'ai un système de revendeur. Est-ce que je vais retirer mon épingle Du jeu. Vous réfléchissez. Est-ce que je serai obligé de faire la publicité? Parce que je produis, je vends. Bon, maintenant que j'ai ce pourquoi je voulais, j'ai acheté, j'aimais bien ou j'ai les services. Mais personne ne sait que moi je fais ça. Par exemple, j'ai besoin d'une porte, mais je ne sais pas que DO est ajusteur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois donner la publicité? Je dois mettre ça dans mon body social. Je dois mettre ça. Tu fais cette publicité. Est-ce que je dois la faire? Est-ce que les bien-aimés doivent savoir que je fais ce genre de travail? Moi, je vends les habits. Comment je veux faire cette publicité? Ça passe à la télé. Il faut que j'aille à Top Congo, qu'ils le disent à la radio. Est-ce que je vais faire une publicité de porte-à-porte? Vous trouvez des stratégies pour écouler ce qu'est votre marchandise. Parce que vous voulez la prospérité. Et cela ne vient pas gratuitement. Vous devez travailler, vous devez réfléchir à cela. Ensuite, quand vous aurez répondu à ces questions, bon, maintenant, comme c'est une nouvelle activité que j'ai 1000 francs, je vais pas mettre tous les 1000 francs. Disons que je vais d'abord investir 500 francs. Comme ça, avec mes 500 francs, je verrai à la longue ce que les 500 francs vont produire et plus tard, j'ajouterai les autres 500 francs que j'ai. Non, vous vous mettez d'abord à faire la viabilité financière de votre projet. Amen. D'où vient le capital? Bon, j'ai emprunté de l'argent, donc il faut que je vais mettre avec un intérêt. Ou bien alors c'est mon papa qui m'a donné, c'est mon mari, c'est mon grand frère, c'est ma tante, c'est ma femme, c'est... Vous cherchez d'où reviendra le capital de départ pour faire cette activité. Est-ce que je peux l'emprunter? Si je l'emprunte, c'est quoi les échéances de remboursement? Quelles sont mes charges et mes dépenses? Parce que quand tu commences cette activité, c'est pour que tu vives aussi. Maintenant, si tes charges sont supérieures à tes bénéfices, tu bouffes ton capital. Alors, tu dois imaginer que cette activité, avec les charges que j'ai, mes charges seront au moins supportées par une telle quantité de bénéfices. Comme ça, j'aurai les bénéfices, j'augmenterai mon capital, je ferai ceci avec, mais en tout cas, je n'entrerai pas dans ma marge du capital, sinon je fais faillite. Vous réfléchissez à cela. Et vous faites ce qu'on appelle un planning. Parce que ce qui tue parfois certains marchés, c'est qu'après avoir bien vendu tes légumes et quoi que ce soit, tu vas pour acheter et ton fournisseur n'a plus de produits à ton Rupture de stock. Quand les gens viennent acheter, est-ce qu'il y a tel produit? Non, il n'y en a pas. Ah ouais, que les clients se disent, on va aller chercher à la boutique, d'accord. Quand un autre va venir, est-ce qu'il y a tel produit? Non, il n'y en a pas. Et vous voyez que vous faites fuir une certaine clientèle. Alors que quand vous étudiez votre histoire, vous étudiez l'inspiration que vous avez reçue du Seigneur, vous vous mettez dans une condition où vous pouvez aller de l'avant. Et ensuite, vous devez savoir bien présenter les choses.
Parce que si c'est à l'échelle de toi-même, pour ceux qui ont une bonne mémoire, comme les administrateurs, ça va. Comme lui, ça va. Mais pour la majorité des personnes n'ont pas une bonne mémoire. Ou même si tu as une bonne mémoire, mais la quantité de choses que tu dois gérer, à un moment donné, fera que tu dois prendre un cahier, un crayon ou un stylo pour pouvoir noter. Surtout si c'est une idée que tu veux présenter à X entreprise ou financier ou bailleur de fonds, tu dois être en mesure de bien l'écrire, de faire tes tableaux de prix afin de convaincre. Parce que si tu ne le fais pas, sachez que la mémoire de l'humain joue des tours. Il vous faut avoir un cahier, un système comptable où tu sais, j'ai acheté autant, j'ai tourné autant de quantité et cela m'a donné autant. C'est ce que nous appelons une comptabilité d'entrée et sortie. Et surtout, ne vous fiez jamais à votre mémoire. Vous devez tout noter. Vous devez tout consigner par écrit. Et comme naturellement on a vu dans la parabole du Seigneur Jésus-Christ, vous devez faire un bilan à la fin de chaque exercice. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le volet de l'assistance. Vous devez vous faire assister. Parce que ces grandes entreprises que vous voyez, ils ont des assureurs. Ils payent des assureurs. De sorte qu'il est en train de faire venir son conteneur, mais il a assuré son conteneur. Parce qu'au cas où le conteneur se perd, il y a eu une tempête sur les mers, son conteneur, les produits à l'intérieur sont abîmés parce que l'eau de mer est entrée. Peu importe, ils se font accompagner, ils se font assister. Et vous devez vous faire assister de toutes les manières que vous jugerez bon. Si par exemple tu ne sais pas faire les comptes ou les inventaires, et nous avons Élie qui est derrière, qui est champion. Et d'ailleurs, c'est parmi les coups de main qu'il donne aux gens. Dans les affaires, vous devez vous faire accompagner. Vous devez vous faire aider là où vous savez que la ressource se retrouvera à tel ou tel endroit. Et la nature a beaucoup selon la nature de votre entreprise. Et c'est ça le modèle économique du Congolais. Parce que nous n'avons pas une entreprise où aller mettre nos capitaux. Nous devons commencer les choses pratiquement au début. Tout à neuf, nous-mêmes. Et c'est en cela que vous devez évaluer vos capacités et vos besoins. Sinon, nous avons lu le frère Bonhomme qui dit que pour tout homme d'affaires s'engager, après s'engager au hasard, c'est faire le jeu d'argent. Et le jeu d'argent est une mauvaise chose. Et dans ton business plan, il y a un élément important ou capital qu'on appelle le business model ou le modèle d'affaires. En fait, ce n'est rien d'autre que la partie économique chiffrée, la partie de ton marketing, de ton business plan. Parce que c'est là-dedans que tu définiras si tu devras faire crédit et puis collecter. C'est là que tu définiras ou si tu veux vendre en ligne ou si tu veux avoir une boutique. C'est ce qu'on appelle le business model. Et vous devez avoir ça. En fait, le business model, il décrit la manière dont une entreprise crée de la valeur. Il crée de l'argent si vous voulez, mais en termes financiers, nous disons de la valeur. Il crée de la valeur pour ses clients. Comment est-ce qu'elle achemine cette valeur à ses clients? Comment est-ce qu'elle récupère une partie de cette valeur? En fait, c'est écrire la partie financière de manière détaillée de votre business plan. Comment vous chiffrez les choses? Quel sera votre capital de départ? Et ainsi de suite. Et généralement, ceux qui ont étudié la chose, les grands économistes ou les hommes d'affaires, ils ont établi un canevas qu'on appelle un canevas de business model.
Tout ça, c'est pour vous essayer les investissements. Amen. Le Branham qui dit examinez la société où ce dont pas vous devez Investir. Parce que généralement, toutefois, on paye certaines personnes pour vous faire cela. Parce que il y a d'autres personnes qui ont leurs capitaux, mais qui ne savent pas dans quoi les mettre. Alors généralement, on consulte un banquier, une banque d'investissement, où des gens ont déjà écrit des modèles comme ça, et vous allez avec vos 200 000 en acheter. Et ça coûte cher. Parce qu'ils ont chiffré que mise en place, et d'ailleurs, ils vont même vous fournir le personnel pour commencer. Vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est comme si qui dirait eux-mêmes devaient faire cela. Mais dans cette vie, certains ont des idées. Par exemple, comme le frère Branham parle de l'histoire de Walt Disney. Walt Disney, c'était un homme qui s'est assis un jour dans un garage. Il a vu comment les souris jouaient et c'était amusant, comment est-ce qu'ils vivaient. Et ensuite, il s'est mis à dessiner son personnage de Mickey Mouse que nous connaissons. En fait, ce monsieur-là, il vend quoi? Le rire. Son marché, c'est le rire. C'est ce qu'il vend. Parce que quand les gens regardent Mickey se battre avec une abeille, c'est le gars. Il vend le rire, c'est ça son business. Oui. Et tout ça, c'est Dieu qui bénit. Amen. Tout ça, c'est une inspiration. Et quand Branham raconte son histoire, il dit qu'il a essayé, il était rejeté, il était allé dans les sociétés de médias. De films animés. Ceux qui produisaient les journaux. Vous voyez, un peu comme chez nous, on produit le journal Le Phare, le ciel. Voilà. Alors lui, il est allé voir un éditeur, celui-ci a compris, juste parce que finalement, il en a trouvé un qui a voulu publier ses dessins à la fin de chaque journal. Et ceux qui lisaient les journaux pour s'informer pouvaient voir ces histoires et ça plaisait bien, les gens étaient de bonne humeur. Et ce journal éditorial-là a prospéré parce qu'à cause des dessins de Walt Disney, ces journaux se vendaient. C'est à l'époque de l'imprimerie trouvait son compte, la marque du journal trouvait son compte, et en devenant plus grand, l'influence est devenue telle que maintenant il peut faire sa propre bande dessinée et sortir carrément de l'ombrage de la société du journal, de l'éditeur journaliste. Alors, vous voyez que toutes ces choses-là, quand toi tu vas penser à une affaire matérielle, l'autre reçoit une inspiration sur un business du rire. Et ce sont des talents. J'ai lu le prophète qui dit que le Seigneur a donné l'inspiration à quelqu'un pour pouvoir créer un médicament contre l'arthrite. Parce que vous voyez, généralement, ceux qui sont gros, leur poids fait que les os, les articulations ont des problèmes. Alors, c'est un peu comme aujourd'hui, nous voyons notre ami praticien. Il dit non, tu prends cette potion, c'est contre l'hémorroïde, tu prends. C'est de l'inspiration, effectivement. Ceux qui sont allés prendre cette médecine-là se trouvent aidés, soulagés naturellement. Mais pourtant, toi, tu ne sais pas aujourd'hui dans l'environnement comment tu iras cueillir quelle plante pour te. Alors que nos parents, nos grands-parents dans l'environnement rural connaissaient ces plantes. Maintenant, un autre se dit, bon, aujourd'hui les gens sont civilisés, s'il faut leur donner la plante comme ça à mâcher, ça ne passera pas. D'ailleurs, ils ne vous croiront pas. Mais si déjà vous pouvez le mettre dans un modèle pilule ou comprimé, vous allez vendre. Alors, vous devez savoir que les hommes ont réfléchi sur ça. Aujourd'hui, peut-être que vos activités sont très petites, que ça ne se résume qu'à une seule feuille de papier. Mais plus vous progressez, plus vous allez de l'avant, plus vous devez savoir que le Seigneur vous demandera des comptes. Et il faudra réfléchir parce qu'à la fin, il faudra trouver son compte. Parce que si lui, le Seigneur, ne trouve pas son compte, alors il ne soutiendra pas vos affaires. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous expliquerons le business model la fois prochaine.
Et nous allons prendre un exemple pratique. Parce qu'il y a des exemples pratiques que nous devrons prendre. Il y a tellement de choses que... Wow!